Bonjour à tous, alors bienvenue dans un nouveau tutoriel Critical Nothing qui concerne aujourd'hui ce que l'on appelle les Power Attacks. En français je les appelle souvent attaques spéciales, même si c'est une sous-catégorie d'attaques spéciales. Voilà. Donc ça ne résume pas toutes les attaques spéciales. Alors Power Attack, donc c'est un tuto, on va dire un petit peu niveau 2, qui concerne des règles utiles à War Machine, mais pas dont on peut tout de même se passer. Le premier tuto concernait des lignes de vue, c'était les règles, c'était la loi, il faut les connaître. Euh, les, les attaques spéciales, les prises spéciales, euh, vous en verrez l'utilité de plus en plus avec l'expérience, mais de prime abord, c'est pas l'essentiel pour autant. Plus vous voulez bien jouer, plus il faut les connaître et en faire. Mais on peut très bien jouer à War Machine sans les faire. Donc c'est un tuto d'un niveau un peu supplémentaire euh, pour tout le monde. Donc les débutants vont quand même y trouver leur compte, mais également les vieux joueurs, hein, puisque toutes ces choses-là, il faut savoir les faire, surtout savoir quand les faire, ça peut vous sauver de pas mal de situations. Alors pourquoi je dis que c'est pas essentiel, c'est parce que les attaques spéciales sont une forme d'attaque qui en général va faire beaucoup moins de dégâts, donc vous n'allez pas tuer votre adversaire avec une prise spéciale. Globalement, sauf rare cas de figure. Et l'idée de ces attaques, c'est plutôt de vous aider à contrôler la table, gérer mieux le scénario et de foutre un peu le bordel dans l'armée adverse et bouleverser ses plans. Voilà. Alors c'est toujours une question de choix, puisqu'en fait toutes ces attaques spéciales se font à la place des attaques initiales. Et globalement, je vais y revenir, mais il vaut mieux, si on veut faire des dégâts, garder ces attaques spéciales plutôt que de les faire, je sais pas, si il y en a deux attaques ou trois, s'il y a trois armes de base, et ainsi faire trois fois une source de dégâts plutôt que de faire une attaque spéciale qui en général va faire très peu de dégâts. Enfin, sauf cas particulier évidemment, c'est toujours pareil. Donc c'est toujours une question de choix. Est-ce que j'ai pas mieux fait de faire une prise spéciale, ou est-ce qu'il vaut mieux pas que je tape tout bêtement mon adversaire? Et quand vous êtes débutant, vous arrangez toujours la deuxième solution. Vous dites vaut mieux que j'aille le taper et le tuer. Et plus vous allez jouer, plus vous allez vous rendre compte que ces prises sont fondamentales pour gagner au scénario. Voilà. Voilà pour que ça intéresse tout le monde. Alors au niveau du tuto en lui-même, j'avais voulu faire comme la première fois une belle bataille rangée pour exposer un max les cas de figure. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, ce tuto va être plutôt long, donc je vous invite à le couper en plusieurs parties pour bien assimiler chaque règle, parce que je vais être à la fois chaotique et très scolaire. Chaotique dans le sens où je vais sortir les figues au fur et à mesure en fonction des cas de figure et essayer d'illustrer le plus de choses possible, et assez scolaire parce que je vais suivre le bouquin presque mot à mot pour être sûr de rien oublier. Voilà. Donc tout bêtement, hein, je vais faire ce que tout joueur de War Machine devrait faire, lire les règles de façon attentive, enfin, le plus attentive possible. Je vais peut-être me tromper, hein, des fois je me plante, et, euh, et le montrer avec des cas donc visuellement sur la table. Alors, ces power attack, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, ce sont des attaques qui sont accessibles à tout ce qui ressemble à un warjack ou une beast. Pour faire une power attack, il faut pouvoir, quand on a une beast, se forcer, donc être dans la zone du warlock, pouvoir avoir son spirit, etc. Et quand on est un jack, il faut dépenser un focus. Donc il faut avoir en général son cortex avec du focus chargé. L'autre contrepartie, c'est qu'on ne peut pas faire ces attaques spéciales en chargeant. Donc mon Kodiak, donc je vais les détailler les attaques spéciales, vous inquiétez pas. Mettons, il dit je veux faire une attaque spéciale sur le rhinodon, alors hors celle du slam. Mettons, il veut faire un lancer à deux mains. Il est à plus de 4 pouces, hein, ça ne bouge qu'à 4 pouces ce machin là. Il ne peut évidemment pas la faire. Il faudrait qu'il démarre là. Et puis il y a 1, 2, 3 et 3 et des bananes. Je peux faire une attaque spéciale. Toutes les attaques les prises spéciales power attack, on peut les faire quand on est en melee range. Et ce sont toutes des attaques de mêlée.
très important. Mais ne vous inquiétez pas, je vais y revenir. Alors, il existe tout un tas d'attaques spéciales. Certaines sont accessibles à toute catégorie de beast ou de jack, et d'autres, ça dépend des possibilités de la beast. Alors, les catégories, ce que j'appelle une catégorie de beast, c'est en général décidé par la taille de son socle. Alors, il existe deux catégories principales qui sont les warbeasts et les jacks qu'on appelle les légers. Donc ici mon cyclope, la brute, et les lourdes, Cyrrhinodon, Kodiak. Deux principales catégories. Il y a des lesser warbeasts sur lesquels je vais revenir, et depuis peu l'arrivée des colosses et des gargantuales qui sont sur des huge bases. Donc small base, medium base, large base et huge base. Toutes les bêtes, sauf les lesser warbeasts, il n'y a pas encore de lesser warjack qui existe. Mais toutes ces bêtes-là, donc les lesser, n'ont pas le droit de faire d'attaque spé. C'est écrit, c'est leur règle, donc on va les oublier, les mettre de côté, c'est fini pour eux. Ensuite, toutes les légères et toutes les bêtes ont le droit de faire le headbutt, donc qui est le coup de boule, le push, qui est poussé, et le slam. Toutes les lourdes, donc hop, on restreint à la partie droite, là, les deux lourdes et le huge, donc lourdes ou plus, ont le droit au trample, qui a dû être traduit par piétinement en français. Je m'excuse toujours, la majorité du truc va être en anglais, hein, comme d'habitude. C'est en anglais que je joue et je connais même pas les termes en français. Ensuite, ça va dépendre. Si votre beast, alors quelle que soit sa taille, a ce qu'on appelle un open fist, donc en général un poing, une main, elle a le droit à deux power attacks supplémentaires qui sont les headlock, weapon lock et le throw, le single-handed throw, donc le lancer à une main. Si vous avez deux bras, ici le rhinodon ou le Kodiak, ou même le mammouth, vous avez le droit au double-handed throw, donc qui est le lancer à deux mains. Certaines bêtes ont des règles spéciales. Alors, je ne vais pas chasser toutes les règles spéciales des jacks et des bêtes, hein. Mais par exemple, il existe une règle qui est Serpentine, qui concerne ici le Razor Worm. Donc le Razor Worm, lui, il n'a pas le droit de faire de slam, ni de trample par exemple. Trample de toute façon, il n'y a pas le droit parce que c'est une légère, mais en plus, il n'a pas le droit de faire de slam. Et comme il n'a pas de bras, évidemment, il ne fait pas non plus de lancer. Voilà. Donc il y a une restriction supplémentaire. À vous de regarder vos cartes après, hein, mais c'est clairement écrit. Le mammouth, et comme tous les colosses, ont gagné deux power attacks supplémentaires avec l'arrivée de Gargantuans et Colossals, qui est la Power Strike et le Sweep. Donc j'y reviendrai plus tard, je finirai sûrement d'ailleurs avec eux. Voilà ce qu'on a le droit de faire. Alors, c'est parti. On va commencer, donc je vous dis, je vais prendre dans l'ordre, je vais commencer par ce qui est accessible à tout le monde. La plus simple, assez pratique, le headbutt. Alors, headbutt, ça veut dire coup de boule. À quoi sert un headbutt à War Machine? Ça permet de mettre une figue KO. À quoi sert d'avoir une figue KO? Bon, logique, vous la toucherez beaucoup plus facilement au tir, automatiquement corps à corps, et elle va perdre sa zone de mêlée. Donc, une utilité, vous avez le rhinodon là, vous avez Vlad qui voudrait se promener par là. Hop, il prendrait une free strike une fois qu'il sortirait de la zone. Si je mets mon rhinodon KO, évidemment il n'y a plus de zone de mêlée, Vlad est libre, il prend pas de risque. Un exemple. Donc, toujours pareil, là dans le cas du Kodiak, soit il essaye de tuer le rhinodon, alors si je lui donne du focus, pas de problème, je lui donne 3 focus, il va y arriver. Si je ne veux pas lui donner trop de focus, ou parce que Vlad en a besoin, ou si j'ai perdu mes bras, ou enfin voilà, je sens que je vais pas réussir à le tuer, alors j'ai peut-être plus intérêt à commencer à faire un esprit spécial. Voilà. Alors revenons sur notre cas. Donc pour faire donc on va dire que notre Kodiak est chargé à 3 parce que Vlad veut assurer. Kodiak va dire qu'il avance. 1, 2, 3, 4. Donc toutes les prises spéciales se font dans la melee range. Et je rappelle, on ne peut pas charger et faire de prises spéciales. Donc notre Kodiak est arrivé.
il va annoncer je veux faire un coup de boule au rhinodon. Pour ça, il est obligé de payer un focus. Et il faut qu'il touche face à un jet d'attaque. Donc, comme je l'ai dit, c'est toujours des mêlées attaques sur le rhinodon. Le rhinodon a une def de 12, le Kodiak doit avoir une def de 13, peu importe. Je vais donc dire que je booste. Ah là, 11, ça va toucher. Une fois que ça a touché, c'est la seule condition pour que ça valide l'attaque, le rhinodon est KO. Ensuite, il y a un jet de dégâts, mais qui n'utilise que la force de la figurine. Et vous voyez qu'on va faire beaucoup moins mal, parce que la force du Kodiak doit être de 12, comparé à mon avis 16 s'il tape avec ses points. Donc on se contente vraiment de la force du châssis. Et ça fait 12 contre 18, je pense. Vous voyez, on tape à moins 6. Bon, fait un super G, ça fait 5 points, mais ça fait toujours 4 de moins que si le Kodiak avait tapé. Et le Kodiak a perdu toutes ses attaques. Donc voilà pourquoi j'insiste bien sur... c'est vraiment une question de choix. Question de choix de qu'est-ce qui est le plus pertinent à tel moment dans une partie. La condition pour faire un coup de boule, c'est d'être aussi gros que son adversaire. C'est-à-dire que le cas inverse est possible. Mon rhinodon pourrait dire je vais mettre un coup de boule au Kodiak. Par contre, ma brute, elle ne pourra pas. Par contre, je vous dis, je vais rajouter des figures au fur et à mesure pour l'exemple. Je sais pas moi. Un Dracoon, c'est un très mauvais exemple. Je vais prendre un. Mais il est où Skovnik? Manowar Kovnik, ce que je cherchais. Manowar Kovnik est de taille égale à celle du Cyclope, donc le Cyclope peut par contre mettre un coup de boule au Kovnik si ça l'amuse. Toujours pareil. Il peut aussi mettre un coup de boule sur, je sais pas moi, un Manhunter qui traînerait pas là, c'est plus petit. Voilà, donc vous pouvez mettre coup de boule sur aussi grand et plus petit, mais ce n'est pas, l'inverse. Alors je pense que j'ai fait le tour du coup de boule. Ensuite, autre attaque accessible, le push. Alors le push. Le push, donc une attaque pas souvent faite, mais qui peut vous sauver les miches. Alors, on va pousser des gens. Plein de choses à faire avec un push. Le push, à quoi il sert? Ça sert à pousser une figurine d'1 pouce. Donc ce mouvement de 1 pouce étant divisé par 2 dans un décor. Donc si je pousse ma figurine sur un terrain libre, je recule d'1 pouce. Si je la pousse en forêt, je le recule seulement d'1,5 pouce. D'accord? Comme d'habitude. On peut pousser que s'il y a la place. Si j'ai un Manowar derrière, c'est pas un Manowar, un Manhunter derrière, mon Kodiak, je vais le pousser. Voilà, je peux pas le pousser plus loin. Je pousse que la figurine et dès qu'elle arrive en contact avec quelque chose, donc que ce soit une figurine ou un obstacle. D'accord? Si la figue est située à 0,5, comme c'est le cas ici, et je recule du maximum possible. Hop, 0,5. Alors pour faire un push, il suffit d'être une bête, de pouvoir avancer. Donc là, mon rhinodon avance. Et je vais mettre ça comme ça. Mon rhinodon arrive, il regarde sa melee range. Voilà, c'est bien, je suis dans les conditions. Il va devoir, comme pour toutes les power attacks, se forcer une fois. Donc ici, hop, il passe de 0 à 1. Et déclarer son push. Alors, comment on réussit un push? Ici, on touche automatiquement. Ouais. Donc, pas besoin de faire de jet d'attaque. Par contre, là où c'est aléatoire et difficilement contrôlable, c'est qu'il faut que chaque figurine jette un dé. Alors notre rhinodon, il doit avoir force 11. On va dire qu'il a force 11, peu importe. Il va jeter son dé, il va faire 4. Et notre Kodiak, qui doit avoir force 12, va jeter son dé, va faire 2. Il se trouve que 11 plus 4, 15 est supérieur à 12 plus 2, 14. Mon push a réussi. Ainsi, je peux reculer le Kodiak d'1 pouce, qui garde son orientation. Mais si vous regardez bien, avec mon push, j'ai sorti le Kodiak très facilement de la zone. Et on pourrait imaginer que si Morgul était dedans et qu'il lui manquait et que lui n'était pas dedans, allez, voilà, on est bien sûr, et qu'il fallait que Morgul marque 2 points de scénario pour gagner, et là, j'ai gagné. La partie, pas besoin de s'acharner à faire plus. J'ai sorti mon Kodiak.
Alors, le push, vous avez le droit de suivre la figurine que vous avez pushée. C'est gratuit. Vous pouvez la suivre de la distance entre 0 et la distance à laquelle vous l'avez pushé. Donc là, on l'a pushé de 1 parce qu'il n'y avait personne derrière, mais le rhinodon pourrait très bien décider de, je ne sais pas si ça l'intéresse, de suivre que de 0,5 pouces. Voilà. Et s'il est suivi de 1, il se retrouve à nouveau au contact et il peut acheter des attaques supplémentaires et continuer de taper. Mais globalement, le but c'est de faire de la place. Vous allez, le Kodiak, voilà, vous l'avez sorti de la zone. C'est une attaque très importante. Voilà, je résiste pas à l'envie de le raconter, mais c'est comme ça que je gagne la finale de l'Open. J'avais le bouquin de mes notes dans une zone. Le bouquin de mes notes, c'est une figurine très particulière qui a 5 points de vie, qu'on peut retirer qu'une attaque à la fois. Donc vous pouvez avoir, si vous faites une attaque à pot 20 et que vous lui faites 30 dégâts, peu importe, il va perdre qu'un point de vie. Et il en a 5 comme ça. J'étais pas sûr d'avoir les attaques suffisantes pour le toucher à chaque fois et le tuer. Et il me restait 1 minute et des bananes au compteur. Et donc j'ai eu l'idée du push. Donc c'est pour ça que ces attaques sont très importantes et qu'il faut y penser. Et du coup j'ai sorti le bouquin et j'ai gagné au scénario. Alors, les push sont accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que il n'y a pas de question de taille contrairement au Wetbot. Donc ma brute va tenter. Sauf que la brute, elle doit avoir force 9. Et on voit bien que si elle jette un dé, elle va faire 2, mon Kodiak va acheter son dé, donc pour leur jet de force comparée, il va faire 6. 12 et 6, 18. Mon Kodiak, mon Cyclope va se traîner à 11. Il n'a pas dépassé le total de l'adversaire, donc son push échoue. Et là, pour le coup, le Kodiak ne bougera pas. Et mon Cyclope, qui s'est forcé pour faire l'attaque, a perdu ses attaques initiales et a foiré son attaque spéciale. Donc là, il a tout faux. Tous les plans tombent à l'eau. Donc il faut faire attention à ce qu'on push et ce qu'on envoie pour faire le push. Typiquement, des jacks lourds, vous les bougerez qu'avec un autre jack lourd. Par contre, des piétons, vous allez pouvoir très facilement les pusher. Donc il y a une part de risque, il y a un gros aléatoire sur le push, mais quand ça passe, c'est assez utile. Alors, autre utilité du push. Admettons, on va faire ça proprement, je vais prendre un autre Warjack Cador. Un Spriggan pour montrer que tout le monde peut faire des push. Hop, on va lui donner un petit peu de focus. On va dire que voilà, Vlad a fait ça. 5 ça m'étonnerait. Voilà. Et on va mettre le rhinodon ici. On va mesurer. Donc un Kodiak, ça charge à 7 pouces parce que ça a 4 de speed. Là je suis encore en range. Et on va montrer une autre utilité du push. Bon. Voilà. On va même l'assurer. Ah voilà à quoi ça sert. Vous êtes très bon sur votre gestion de distance. Vous jouez Cador. Vous vous rendez compte que ce serait pas mal que le Kodiak tue le rhinodon. Que le Kodiak est trop loin. Vous, comme vous savez mesurer la distance, vous savez qu'il est à 8,2. D'accord. Soit 0,7 pouces trop loin pour que vous puissiez le choper avec votre Kodiak. Vous pouvez jouer votre Spriggan et dire mon Spriggan va faire un push. Il va dépenser 1 pour faire son push. Ça va toucher auto. Et vous allez donc faire votre jet de force comparé. Donc là, espérons que j'ai un peu de chance. Donc je commence par... hop. Ici, je commence par mon Spriggan qui fait l'attaque, qui fait 6. Donc 12 et 6, 18. Jet de force comparé avec mon Kodiak. Mon Kodiak fait 1. Merveilleux, j'ai réussi mon push. Mon Kodiak est poussé. Donc vous êtes poussé, je le rappelle, directly away. C'est-à-dire de centre à socle, ou sur une droite qui passe par les 2 centres de figurines, vous parcourez 1 pouce. Donc mon Kodiak, hop, il a fait son pouce. Mon Spriggan a le choix de le suivre ou pas, comme à votre discrétion, c'est votre figurine. Et là, magie, mon Kodiak il a gagné 1 pouce. Et du coup, il se retrouve plus à 8,2 mais à 7,2. Et là, il va pouvoir dire, je charge, et c'est parti, prépare-toi à remballer ton rhinodon. Donc ça peut vous permettre de gratter des pouces par-ci par-là. Par contre, vous voyez bien la contrainte. Là j'ai fait 6 avec le Spriggan et 1 avec le Kodiak.
je fais l'averse, et ben mon push rate. Mon Spriggan a passé son temps ici à dépenser de la furie bêtement, du focus bêtement, et mon Spriggan, lui, mon Kodiak, est toujours au même endroit, et toujours trop loin pour charger. Il y a une prise de risque. Mais ça peut payer. Ouais, dans certains cas, ça peut vous permettre de gratter un pouce pour un assassinat, hein, si vous avez l'occasion, ça peut abréger la partie. C'est faisable, hein. Vous pouvez, oui, tout à fait tenter de... Alors, le Cador est un très mauvais exemple, parce qu'il n'y a pas de léger, mais de pousser avec une légère, hein. Après, bon bah voilà, sur ce jet-là, ça passe. Et c'est encore plus risqué. Voilà ce que je vais dire globalement sur Push. Je vais passer cette histoire d'élévation, de chute qui en 8 millions de parties de War Machine ne m'est jamais arrivé une seule fois. Alors un petit rappel sur tout ce qui est push. Quand vous êtes push, donc il y a plein d'autres effets de jeu qui push. Quand vous êtes push, c'est ce qu'on appelle un mouvement involontaire. Les 1 pouce qu'a fait le Kodiak, c'est pas lui qui a choisi de les faire. Donc dans ces cas-là, il n'y a jamais de free strike, hein. Donc voilà, on serait dans le cas là, il se fait push, il est sorti de la zone, mais c'est pas un mouvement volontaire, donc il n'y a pas de free strike. Voilà pour le push, j'espère avoir tout dit. Troisième attaque accessible à tout le monde, et alors pour le coup une attaque que vous verrez plus souvent, qui est le slam. Déjà, c'est l'attaque qu'on peut faire du plus loin. Alors, toujours pareil. On va slammer du... Alors là, il y a énormément de cas de figure, je vais essayer de rien oublier. Commencez par le but du slam. Si votre slam réussit, vous allez faire reculer la figurine adverse et lui faire subir des dégâts, et elle sera KO. Donc c'est un mélange du push et du coup de boule. Sauf qu'en plus, le slam, vous pouvez prendre votre élan pour le faire. Et c'est la seule attaque que vous pouvez faire comme une charge. Vous avez toutes les limites de la charge, c'est-à-dire que si vous êtes pas Pathfinder et qu'il y a un décor, bah, vous ne pouvez pas slammer. Si vous ne pouvez pas charger pour une X raison, pénalité de mouvement, contrainte de sort, de je ne sais quoi, vous ne pouvez pas faire de slam. Alors, on va commencer par à taille. Vous pouvez faire des slams sur n'importe quoi. Il y a une différence si vous êtes plus petit ou plus gros. Mais je pense que je vais suivre bêtement le bouquin pour essayer de rien rater. Tac, tac, tac. Bon, pour faire un slam comme la charge, il faut voir son ennemi. À noter, je l'ai pas dit pour le push, donc je vais le dire vite fait, qu'on peut push une figue KO. Par contre, on ne peut pas slam une figue KO. Voilà, une petite nuance. Pour un slam, vous faites donc comme une charge, vous faites votre mouvement plus 3 pouces. Donc mon rhinodon doit bouger de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il est à moins de 8. Il peut faire son slam. Pour le slam, par contre, très important. Le slam, la charge, vous avez le droit de vous orienter un petit peu comme vous voulez, tant que vous arrivez à mettre la figue adverse en mêlée. Par contre, le slam, c'est directly toward. Ça veut dire que si j'ai Morgul sur le chemin, donc je vais faire proprement ma ligne directly toward, hein, donc de centre à centre, je vois bien que si je passe tout droit dans ce trait, voilà, que ce soit vraiment clair. Je pourrais charger, hein, comme ça. Là c'est bon, charge réussie. Par contre mon slam, je vais me cogner dans Morgul à un moment. Et donc devoir m'arrêter. Si j'ai pas fait attention à ça, alors j'ai foiré mon slam. Je m'arrête, fin de l'activation de la figurine, on remballe, le rhinodon a complètement gâché son tour. Donc faites attention à ça, il faut que le couloir soit vide et de centre à centre. Admettons, je remplis cette condition. Je fais mon slam. J'ai suffisamment de mouvement pour arriver à mettre la figue adverse dans ma melee range. Il n'y a pas besoin de la toucher, hein. C'est une erreur commune, c'est dans la melee range. Là pour l'instant, j'ai réussi mon slam. Je vais pouvoir le résoudre. Comment ça se passe? C'est comme d'habitude une mêlée attaque. Il faut toucher. Donc mon rhinodon, on va dire que c'est un rhinodon qui ne prend pas de risque et qui booste pour toucher. 3, 5, 2, ça fait 10, ça touche largement. C'est un Jack Cador, le Kodiak. Une fois que ça a été touché, on regarde à quelle distance la figue est slamée. Cette distance, c'est 1 des 6. Parce que
Les deux socles sont de même... Enfin, c'est un des 6 parce que la figurine slamée est aussi grosse et de même taille ou de taille inférieure à celle de celui qui slame. Ici, mon Kodiak étant de la même taille, ce sera un D6. Si j'avais slamé un Manhunter, mais je le ferai tout à l'heure, c'est aussi un D6. D'accord? Si, si la brute est envoyée pour le slam, alors c'est... Alors, il ne faut pas que je dise de bêtises, parce que justement là je me trompe. En général... Bon, je vais le faire en détail après, comme ça on aura le détail. Donc là c'est un D6. Je jette mon D6. Je fais 1. J'ai slamé d'un pouce. Bon, c'est pas terrible. Une fois la distance résolue, la figurine slamée est KO. Et elle va prendre des dégâts égaux à la force de la bête. Donc pas la force de l'arme, sauf cas particulier, titan, etc. Donc mon rhinodon, on dit qu'il est à force 11, il va taper à moins 9. Il fait 8, c'est pas assez. On voit bien qu'une fois encore, on ne fait pas de dégâts. Par contre, on a une fois encore sorti de la zone le Kodiak. Il est KO, il ne jette pas, si vous voulez passer au tour. Mais la figurine qui a slamé, elle, ne peut pas, contrairement au push, faire le suivre. C'est une règle spéciale qui existe, mais qu'en général, on n'a pas. Là, j'ai slamé d'un pouce. C'est pas terrible. Mais, si j'avais slamé de 6 pouces, 1, 2, 3, 4, 5, de 5 pouces, allez, ou de... Je veux pas aller sur la tombe, parce qu'on verra après la tombe ce que ça fait. Donc je me remets dans ce cas-là. De 6 pouces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, mon Kodiak est vraiment parti loin. Et là, vous avez, comme je disais tout à l'heure, un peu embêté votre adversaire. Pourquoi? Parce qu'un Kodiak KO, s'il veut jouer, il faut qu'il dépense 1 pour faire son chaque effect. Et après, il ne bouge que de 4 pouces. 1, 2, 3, 4. Donc il n'est toujours pas revenu. Vous voyez l'intérêt? Il y a un autre intérêt, c'est de faire un peu de bowling. Je fais comment? Dans quel sens je fais ça? On va mettre un Manhunter comme ça, un Spriggan comme ça. Ou on va remettre la tombe. Allez. On va voir l'influence du décor. Je fais 6 en étant dans cette direction, donc c'est directly away. 1, 2, 3, 4, 5. Paf, là mon Kodiak percute un obstacle. Donc il va être KO comme tout à l'heure. Alors il va s'arrêter au niveau de l'obstacle, ce sont les règles. Et il va prendre ce qu'on appelle un collateral damage. Donc là vous allez avoir votre peau 11 à 2D. Alors je rappelle que vous pouvez la booster. Tout comme les dégâts du coup de boule tout à l'heure. Vous avez tout à fait le droit de booster. Donc si je ne booste pas, mon rhinodon va avoir force 11 3D. On va faire un jet lamentable qui ne fera toujours rien. Il peut choisir de booster. Et il aura son dé de boost supplémentaire et un dé supplémentaire de collatéral dû à l'obstacle. Ce qu'on appelle un Royal Slam, je crois. Et là, il va acheter 4 dés. Alors, il ne fait pas des gros jets le rhinodon, mais s'il fait 4 x 6, c'est notre histoire. Voilà l'intérêt de slammer aussi, c'est s'il y a du décor derrière. Alors, vous allez perdre l'avantage de reculer la figurine loin, puisqu'elle va s'arrêter plus tôt, mais elle va prendre des dégâts supplémentaires. Alors, vous prenez des dégâts supplémentaires si vous rentrez dans un obstacle ou quelque chose de votre taille. Deux cas de figure. Je slam mon Spriggan. Je slam le Kodiak vers le Spriggan. Mettons, il rejette. Alors, rappelez l'inconvénient. Si vous faites 1, bah voilà, j'ai refait 1. Je vais pas jusqu'au Spriggan. On s'arrête là, il n'y a pas d'histoire. Si vous faites, on va espérer que je fasse plus, 4, parfait. 1, 2, et à 2,3, je me cogne dans le Spriggan. Là, la figue a rencontré quelque chose d'au moins aussi gros qu'elle. Elle est knockdown. La figue derrière est également knockdown. Donc là, vous avez mis 2 figues KO. Et le Kodiak va prendre ces 2 dés, boostable ou pas, toujours à votre discrétion, plus le dé de dégâts collatéral. Ici, donc on peut refaire 4 dés. On va voir s'il est un peu meilleur. Voilà, là, ça commence à causer, parce qu'il tapait à moins 9, il fait 7 PV. C'est pas mal. Bon, rappelons que il peut plus taper dessus, puisque maintenant il est hors de sa zone de contrôle, et il a sacrifié ses attaques initiales, etc. etc. Mais vous avez mis 2 figues KO adverses. Alors, là, c'est le Spriggan. Mais si c'est Vlad que vous mettez KO, bah, ça veut dire que les figues qui vous restent vont taper sur un Vlad au sol et le toucher automatiquement. Donc c'est un vecteur, un outil pour faciliter l'assassinat, le slam. Voilà.
Mais on va dire que Vlad est malin et se cache derrière un caillou. Alors, continuons sur le gros socle. Donc là, on a vu le cas où je rencontre un socle de même taille. Maintenant, je vais rencontrer un socle de taille inférieure. Je vais, comme tout à l'heure, faire de 4 pouces. Comment on résout ça? En fait, vous allez traverser les socles de plus petite taille. C'est-à-dire que mon Kodiak va faire 1, 2, 3, 4. Alors s'il avait fait 5, 5 qui passent derrière. Votre Manhunter ne bouge pas. Votre Manhunter est également KO, puisqu'il a été traversé par la fixe lamée. Votre Kodiak est toujours KO, rebelote. Le Manhunter va prendre une peau, un dégât égal à la force de base de mon Rhinodon. Ici 12. Hop, 7, ça tue. Je crois qu'ils ont 14 ou 13. Je sais pas. Enfin bref, ça tue. On va dire que ça tue le Manhunter. Et là, vous avez tué un Manhunter que vous ne pouviez pas attraper auparavant. Vous ne pouviez pas le charger ou pas le truc. Et il va mourir grâce au slam. Donc vous allez pouvoir vous débarrasser d'un solo, d'une figure, de peu importe, pénible. Le Manhunter, c'est vraiment pénible, mais des très bons exemples. Gorman, par exemple, c'est une figurine stealth à grosse défense. Si vous arrivez à slammer quelque chose dedans, vous êtes gagnant. Vous êtes gagnant parce que vous allez lui faire des dégâts, alors que vous n'auriez pas pu. Tuto avancé pour... alors là, globalement, les joueurs troll scorn. Hein, on verrait pas sans Sinar. Vous pouvez faire courir... Hop, je vais faire courir mon machin. Je cours là. Je dis à mon Rhinodon, il slam. Il réussit son slam. La brute est KO, mais le Manhunter prend les dégâts. Ainsi, vous n'avez même pas eu besoin de figurines adverses. Donc vous pouvez mettre en place des plans comme ça. Alors, le cas où, donc je reviens sur mon Kodiak, où vous allez slammer, et vous allez faire là 1, 2, 3, 4 pouces. Qu'est-ce qui se passe là quand deux figurines se chevauchent? C'est la figurine qui a le plus gros socle la priorité. Donc mon Kodiak va rester là, et après on va faire ce qu'on appelle la règle de l'emmerdement minimum pour le Manhunter. C'est-à-dire, mettons, il est comme ça, vous allez le mettre à l'endroit où il n'est plus sur le socle, mais à la distance minimale, enfin la moins éloignée de sa position initiale. C'est-à-dire qu'ici, je vais le mettre là, mon Manhunter. Voilà, donc au contact du Kodiak, à peu près où il était. Enfin, si il avait été là, la logique voudrait qu'il vienne un peu par là. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. Et puis après, bon bah vous voyez tout ce qui est possible. Hein. Si vous avez deux figues comme ça, bah, celle-là elle va être décalée un peu par là. Celle-là va être décalée un peu par là. Puis on va mettre tous ces gens-là KO parce qu'ils ont été victimes du slam. Vous allez faire votre pot 11 au Kodiak, votre pot 11 au Manhunter et votre pot 11 au Kovnik. Sachant que les dégâts donc, collatéraux du slam, donc ici le Manhunter et le Kovnik, on ne peut pas booster le damage. Maintenant, si j'envoie... et vous pouvez avoir, je vais quand même le dire, un mix des deux. Vous avez slamé le Kodiak de 6. Hop. 1, 2, 3. 3 et quelques qui rentrent dans Vlad. Vous décalez le Manhunter à l'endroit le moins chiant. Vous décalez le Kovnik. Tous ces gens-là sont KO. Ils se chevauchent même encore un peu. Décider d'être embêtant le Manhunter. Hop. Voilà, je pense que là on n'est pas trop mal. Vous avez mis tous les gens là KO. Lui prend un collatéral parce qu'il rentre dans Vlad. Donc 3D. Vous pouvez le booster ou pas à 4D comme vous voulez. Vlad prend un collatéral à pot 11 qu'on ne peut pas booster mais c'est toujours ça de prix et les KO. Les deux oiseaux qui étaient sur le trajet vont prendre une peau 11 également non boostable. Donc en une attaque, vous avez fait du bowling. Vous avez mis à terre 4 figurines et fait des dégâts à un peu tout le monde, à des figurines que vous ne pouviez pas attraper au début du tour. Et vous voyez, vous avez fait de la place, vous avez mis des gens KO, toute votre armée, enfin c'est la fête. Pour le coup, vous perdez toutes vos attaques, mais vous avez tellement gagné au niveau du jeu, enfin, au niveau de la partie, que c'était un bon sacrifice. Maintenant, vous pouvez rater votre slam. Si vous ne touchez pas le slam, il ne se passe rien. Donc toujours un choix, toujours pareil. Une autre façon de rater le slam
enfin c'est pas le rater mais c'est pas le compléter, c'est si vous démarrez à moins de 3 pouces. Ici mon rhinodon il doit être à... Alors rhinodon c'est facile à savoir, il a reach. Voilà, mettons je vais me mettre là, je suis à 2,2 du Kodiak. Je fais mon slam. Je vous rappelle que c'est de centre à centre, c'est-à-dire que je vais pas dire 1, 2, non c'est encore pire, 1, 2, 3. Mauvais exemple, j'ai fait un mouvement de trop, voilà. 1, 2, 3, ah bah j'ai fait 3 pouces, je slam. Ah non, vous n'avez pas le droit, hein. C'est toujours de centre à centre. Et vous allez faire 1, 2, 2, et pas 3, vous n'allez pas réussir à faire vos 3 pouces. Il faut faire 3 pouces pour réussir le slam. Dans ce cas-là, vous allez faire votre attaque pour toucher comme tout à l'heure, je sais pas, 4 ça rate je crois, 5 ça touche. Vous allez toucher mais là il ne va pas y avoir de distance à parcourir pour l'autre puisqu'il n'y a pas eu ces fameux 3 pouces. Donc pas suffisamment pour déclencher tout le slam. Donc la seule conséquence pour le Kodiak c'est qu'il va être touché, prendre sa peau 11, hein, de la force, mais il ne va ni être KO ni slammer d'un des 6 pouces. Donc ça c'est un peu plus embêtant. Donc faites très attention à être, donc à la fois à pouvoir faire ces 3 pouces et à la fois avoir votre couloir de charge centre à centre dégagé. Enfin, vous pouvez slammer avec une figurine de taille inférieure, c'est tout à fait possible. Donc là il va réussir à faire 3 pouces, 1, 2, 3, 4, 5, donc il va se forcer une fois, il va faire son jet d'attaque pour toucher, il va toucher. Non, il ne va pas toucher. Pourquoi? Parce que quand vous êtes plus petit, vous avez une autre contrainte. Si je dis pas de bêtises, mais parfois j'en dis, voilà. Vous avez moins 2 au jet d'attaque. Et là, je crois que ma brute a mat 5, le Kodiak a def 10, mais avec moins 2, c'est comme s'il avait def 12, je dois faire 7 pour le slammer. Et là, j'ai fait que 5, ça rate. Donc là, l'intérêt serait de booster, de ne pas prendre de risques. Voilà, j'ai fait 7 tout pile. Je réussis mon slam. Autre contrepartie, vu que la taille est inférieure, je vais slammer que d'un des 3 pouces. Il faut que je vérifie si c'est un des 3 pouces ou la moitié. Je sais que je me trompe. Bing slam D6. Ok. Donc c'est D6 divisé par 2. Voilà, c'est une erreur que je fais de temps en temps. Donc vous allez jeter votre D6, 6 et vous allez diviser par 2 et ça va faire que 3 pouces. 1, 2, 3. Ici suffisant pour sortir de la zone, mais moins évident que si vous avez un D6 nature. Et après, toujours pareil, la figue est KO et se prend une peau, donc le cyclope doit avoir peau 8 ou 9. 10, même ça fait 19, peu importe, ça fait pas de dégâts. On est toujours dans le même cas de figure. Voilà à quoi servent les slams. Donc les slams sont ralentis, donc sont arrêtés par les figurines de même taille ou par les décors comme la tombe et sont divisés par 2 dans les terrains difficiles. Je pense que j'ai tout dit sur le slam, une attaque essentielle qu'il faut savoir maîtriser. Ch'touk. Petite ligne importante. Si vous ne pouvez pas être knockdown et que vous êtes slamé, vous forfaitez quand même quelque chose dans votre tour. Donc là, bon, c'est des cas particuliers, c'est si... il est où mon rhinodon? Mettons, je vais le sortir, ça fera l'occasion qu'il voit la table. Je retourne en horde et je vais chercher... Non, c'est pas un bon exemple. Si lui... Bah non, mon ver de terre, il doit être steady. Ver de terre est steady, donc on pourrait avoir des plans machiavéliques à base de... Je slam mon ver de terre de 6 pouces. Et maintenant, regardez, comme il peut pas être KO, il joue. Non, on n'a pas le droit. C'est un MK1. Vous devez quand même forfaiter quelque chose avec le ver de terre, donc soit son attaque, soit son mouvement. Donc au final, vous n'aurez rien gagné, à part perdre une action de Rhinodon. Peu de choses à laquelle il faut faire attention. Tac, tac, tac. Bon, il y a toujours une règle de tomber, mais on ne va pas s'embêter. Les collatéraux, j'ai fait le tour. Donc ça, ce sont les 3 attaques que tout le monde peut faire de base. On va passer au trample. Donc là, le trample, pour faire un trample, il nous faut des socles petite taille. On va prendre
des Blood Runners, tiens, des amis de Morgul. Hop, on va mettre 2-3 comme ça. Pour illustrer la règle, on va mettre je sais pas, un Razor Worm et une brute là, et on va repartir sur notre bon vieux Kodiak. On va relever tous ces gens-là. On va virer la réglette, voilà. Je repars sur mon Kodiak. Cette fois, on va faire du trample. Qu'est-ce qu'un trample? Un trample, c'est une autre attaque où vous avez votre mouvement plus 3 pouces. Et vous allez pouvoir trampler, donc piétiner, toutes les figues que vous traversez de petite taille, sur petit socle. L'intérêt. Vous avez votre Kodiak qui a 3 focus, qui meurt d'envie de détruire la brute. Mais il y a des Blood Runners sur le chemin, vous ne pouvez pas charger. Vous allez donc dire, je vais tenter le trample. On va faire ça plus proprement possible. Pour faire un trample, vous devez pouvoir faire, même condition que ça, il faut être capable de faire une charge. Vous allez choisir une direction de trample. Ça veut dire qu'il va partir comme ça. Pardon. Hop. Je pars dans cette direction. Vous ne pourrez jamais la changer. Donc il faut sur de son coup. Et vous allez trampler de votre mouvement plus 3 pouces. Ça va vous coûter 1. C'est parti, j'envoie mon Kodiak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et allez, 6,5. Vous pouvez faire entre 0 et 7. D'accord. Par contre, il faut qu'à la fin du trample, vous ayez de la place. C'est-à-dire que là, c'est bon. Par contre, je repars d'où je viens. Si j'ai un Blood Runner ici, c'est mort. Puisque mon Kodiak, s'il s'amuse à se téléporter, on peut être content. Ça c'est un truc classique. Comment je peux faire ça? Non, tu veux pas revenir. Voilà, il est revenu dans son socle. Là, je fais un trample, je vais choisir une direction. Je fais un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah là je m'arrête sur des figurines, c'est mort. À chaque fois là il va s'arrêter sur des figurines. Ou alors il va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis soit il s'arrête sur Morgul, soit sur un obstacle. Il n'a pas le droit de s'arrêter sur un obstacle linéaire. Donc là le trample est raté. Il ne peut pas trampler au-dessus d'un socle moyen. Donc s'il y a le Razor Worm, bah, il ne peut pas choisir une direction qui traverse le Razor Worm. Si jamais il le fait quand même parce qu'il s'est planté, il s'arrête au contact, son trample a raté, fin des haricots. Donc là, on repart dans le cas où il n'y a pas ce Blood Runner, et il arrive à passer là. D'accord? Alors si je refais mon mouvement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il a traversé, il a piétiné, il est passé au-dessus de ces deux socles-là, donc je vais mettre en bleu. Comment on résout le trample? Vous faites tout votre mouvement. Vous finissez votre mouvement. Donc je rappelle, il faut qu'il y ait la place, etc., comme on vient de le voir. Ensuite, vous allez avoir le droit de faire une attaque de corps à corps sur tout ce que vous avez piétiné. Mon Kodiak a 6 de maths, les Blood Runners doivent avoir 14. Là, c'est parti, on va dire qu'il tape le premier en vert. J'ai dit le premier en vert. Il faut qu'il fasse 8, il fait 8, ça touche. La figurine prend une force de la peau égale à, enfin prend une touche de la peau égale à la force de la figurine. Donc mon Kodiak a 12, 12 contre 12 je crois, peut-être 11 même. Le Blood Runner meurt. Il fait une attaque sur le deuxième, il fait 10, ça touche aussi, ça tue. Il aurait fait 3, ça rate, donc le vert serait mort, le bleu serait vivant, etc. On a le droit de booster ses attaques de trample, hein. Il n'y a aucun problème. Pour la figurine qui a subi le trample, bah, tout s'arrête là. Elle reste telle qu'elle, voilà. Bon, elle a survécu au piétinement, très bien. Ensuite, on regarde quel free strike est susceptible de prendre mon Kodiak. Donc il faut faire attention dans le mouvement. Si je repars en arrière, je me rends compte qu'il va passer en fait dans la melee strike du ver de terre et dans la melee strike d'un Blood Runner. Alors hop, pouf, pouf, pouf. Bon, vous comprenez l'idée. Hein. Ainsi, il va prendre 2 free strikes. Mais contrairement aux free strikes traditionnels qui se font à la sortie de la zone de mêlée, les free strikes sur trample se font à la fin du mouvement de trample. Donc là, mon mouvement est terminé. Je fais mes free strikes de ver de terre, qui de toute façon,
voilà, vont toucher, faire quelques dégâts, et puis le Pengiver, ça va toucher, faire, à mon avis, rien du tout, parce que c'est un Kodiak. Voilà. Les filles qui ont été piétinées trample ne peuvent pas faire de free strike. Donc même si vous les tuez pas, c'est pas grave, elles vous feront pas de free strike, elles sont trop occupées à essayer de survivre. Ensuite, vous êtes libre d'acheter des attaques supplémentaires. Donc là, mon Kodiak, il va pouvoir commencer à taper la brute. Alors il a perdu ses attaques, c'est pas une charge, mais si la brute est endommagée ou que c'est intéressant de le faire, c'est une façon de faire des dégâts, alors qu'au départ, la situation ne le permettait pas. Voilà à quoi sert un trample. Alors il y a juste un truc donc il faut dire, c'est que le mouvement, donc vous gardez votre direction. Là vous voyez j'ai fait l'erreur de le réorienter, mais il s'arrête comme ça. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je peux faire ça. Voilà, on va faire un truc comme ça. Mon Kodiak. Hop. Kodiak veut aller taper Morgul. Il peut pas passer en marchant ni en chargeant. Faire un trample vers Morgul, c'est pas possible parce que s'il avance, il est obligé de s'arrêter sur des figurines, il n'a pas le droit. S'il veut passer par en bas, il se cogne contre la brute puisque c'est un socle moyen. C'est vraiment faire ça bien, je sais pas si. Ouais, voilà, là ça sera pas mal. Donc il va tenter par là. Il choisit son orientation. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est toujours pas bon parce qu'il faut pas que ça reste dessus. Donc là, c'est pas la meilleure direction. Je reviens un peu en arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Alors on est bien. S'il s'arrêtait là, il pourrait taper Morgul. Sauf qu'il faut qu'il dépasse le socle. 6. Et là, il a dépassé le socle. Il va faire son trample sur les deux figues, mais il ne peut pas se réorienter à la fin de ce mouvement. C'est-à-dire que là, il ne peut toujours pas taper Morgul. Donc là, on est dans un cas où même le trample ne va pas permettre de taper Morgul. Puisqu'il faudrait que le Jack se réoriente, mais il ne peut pas, il n'a pas le droit. À quoi sert voilà l'utilité d'un trample et ses limites. Cela dit, si vous avez une unité de 10 gars en shield wall et que vous pouvez faire un trample comme ça, vous tuez 10 gars en shield wall. c'est super pratique. Ça n'arrive jamais, hein, rassurez-vous. Autre utilité du trample pour les joueurs de horde. Vous avez un animus super important à lancer. Mais la figure est trop loin. Mettons, ouais, c'est vraiment un exemple qui n'arrivera pas, mais c'est possible. Eh ben non, ça tient sur Morgul, c'est bêtement. Mettons le Rhinodon, il doit acheter son animus à 6, donc c'est Amok. Donc ça vous permet d'avoir vos attaques boostées sur une attaque spéciale. 12 pouces, ça nous en... Non. Il bouge de 5, donc 11 pouces. Ouais, ça m'emmène là. Mettons Morgul est là-bas. Mon Rhinodon voudrait jeter son animus sur Morgul, mais s'il avance de 5, 1, 2, 3, 4, 5, il est à plus de 6 pouces de Morgul, et donc il ne peut pas lui lancer son animus. Mais s'il fait un trample, il se force, il fait un trample. Alors là, c'est un très mauvais exemple parce qu'il se force hors de la zone. Donc, mais s'il est dans la zone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il fait le trample, il ne peut pas se réorienter, mais là, miracle, il est à portée de Morgul pour lui jeter son animus. Il va pouvoir payer Amok, ça coûte 1. Et lui faire son animus. Voilà. Vous avez jeté votre animus et parcouru 3 pouces de plus que normal en ayant payé un point comment ça s'appelle, un point de furie en plus, mais les 3 pouces peuvent être importants. Alors qu'en charge, vous n'avez pas le droit, parce que si vous faites une charge comme ça, si je charge Morgul, vous avez charge ratée, et donc votre activation s'arrête. Voilà. Alors que votre trample, vous l'avez réussi. Vous avez écrasé personne, c'est pas grave. Vous avez réussi. Et donc, vous pouvez continuer à, en général, jeter votre animus, ou si vous avez autre chose à faire, le faire. C'est une grosse utilisation. Alors ça, je le conseille aux joueurs Orboros, tout ce qui est Wall Warden, toutes ces choses-là, c'est pas mal.
quelques trolls aussi. C'est une utilité du trample. Alors j'espère que j'ai rien oublié. Je vais quand même jeter un œil vite fait. Bla bla bla. Ouais, je pense que c'est bon. Là, on continue sur la page d'après. Ok. Donc j'ai tout dit pour le trample. Donc ça c'est accessible seulement au lourd et plus. Vous vous rendez bien compte que faire un trample avec un colosse sera encore plus difficile parce que vous voyez, le Rhinodon, j'ai quand même trouvé des cas de figure où on peut pas mettre son socle. Alors imaginez le huge base, mais vous avez le droit d'en faire quand même. Ça peut dépanner. Voilà pour le trample. Y penser, simplement y penser, savoir que ça existe et que ça peut vous arriver. Et vous rappelez qu'on ne trample que des socles de petite taille et pas des moyens ou plus. Une figurine qui peut, elle est même pas encore sortie. Oh, je continue. Autre attaque, power attack. Alors, la power attack que l'on rencontre le moins, qu'il faut connaître, qui sert quand vous joueur vétéran. Le weapon lock et headlock. Alors pour ça, pour là, je vais être très honnête avec vous, j'en ai fait peut-être 3 fois. J'ai quelques fois regretté de ne pas en avoir fait. C'est très particulier, très circonstanciel et je crois qu'on ne m'en a jamais fait. Donc c'est vraiment des attaques. Il y a peut-être des choses à exploiter là-dedans. Et j'ai peut-être encore des progrès à faire dans ce domaine-là. Mais c'est quelque chose qu'on voit rarement. Alors, le meilleur exemple, c'est contre du Khador. Enfin, la meilleure utilité que j'ai trouvée. Donc là, c'est vraiment... c'est mon expérience personnelle. Dès que j'en ai trouvé, c'est contre le Khador. C'est comment gérer un Devastator, typiquement. C'est l'exemple que je vais utiliser, c'est le meilleur que j'ai. Pour faire un Weapon Lock, il faut avoir une main libre ou un Open Fist non criplé dans le Kanajack. Alors il me faudrait une deuxième pour l'exemple bête, blablabla, avec des bras. Le chaman a un bras. Merveilleux. Allez, Google revient. On va mettre non Devastator. Le Weapon Lock. Headlock. Alors, je vais vraiment suivre le bouquin pour vous dire comme l'attaque je la fais pas souvent. Le but du jeu, c'est de réussir à passer une attaque et ça va bloquer un système de l'adversaire. Donc un bras ou sa tête. D'accord. Il n'y a pas... Oh. On ne peut pas knock, on peut pas locked. Donc weapon lock, hein, j'ai pas dit, ça veut dire verrouiller. Lock c'est verrou, serrure, ces choses-là. Donc c'est-à-dire que vous allez verrouiller un bras ou la tête de l'autre, en français. Vous pouvez pas le faire sur de l'incorporeal, des figurines KO. Et je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Voilà. Alors comment ça marche? Donc il suffit d'arriver, donc de marcher 1, 2, 3, 4, ah, il a ses mouvements, il est dans sa melee range toujours, de se forcer une fois pour faire la weapon lock et de dire bon, j'utilise mon point gauche donc, pour te bloquer ton bras gauche. Vous faites votre jet pour toucher, ça touche. Les deux figurines, vous avez réussi votre arm lock. Vous ne faites pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. Par contre, vous pouvez acheter des attaques avec vos autres armes. C'est-à-dire que votre bras qui a fait la lock, lui, il reste coincé. Hein, là, j'ai décidé d'attraper le bras du Devastator.
je le maintiens, mais par contre je peux acheter des attaques avec le bras droit du rhinodon, avec l'autre bras, ou avec sa queue. Voilà, vous avez le droit de faire ça. Mais votre attaque lock, si elle a touché, vous êtes locké. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est locké? La figurine qui est lockée, elle ne peut pas utiliser son bras locké. C'est-à-dire que mon Dévastator ne peut pas taper avec son bras droit, celui que j'ai locké. D'accord? Par contre, il peut attaquer avec ses autres bras. Donc comme l'attaquant. Par contre, il ne peut pas bouger. Au début de son activation, il ne peut pas bouger. Il est coincé, il est bloqué. Donc il ne peut pas se sauver, il est obligé de rester là et de résoudre le corps à corps. Enfin, de rester au corps à corps. Et il ne peut pas utiliser donc son bras ni faire d'attaque spéciale avec ce bras. Bon, quel que soit. Donc il a sacrifié son mouvement. En gros, il ne peut pas bouger, il est coincé. Il ne peut pas être push, il ne peut pas être bougé. Alors, il peut être place et knockdown. Si la figurine est place ou knockdown, enfin l'une des deux, alors la lock est brisée. C'est vrai. Donc typiquement, je sais pas, moi j'ai télékinésis. Je télékinésis mon Dévastator de 2 pouces et il est plus du tout en position d'être locké. La lock est terminée. Ou j'ai mon Kodiak qui arrive et qui vient mettre un coup de boule au Rhinodon. Mon Rhinodon est KO, ainsi la lock est brisée, mon Dévastator est à nouveau libre. Voilà. Et pourrait jouer normalement. Mais là, admettons, il n'y a rien de tout ça. Mon Dévastator a été obligé de perdre son mouvement, de rester là parce qu'il est coincé. Au début de son action, il va gratuitement pouvoir tenter de se déloquer. Pour se déloquer, il faut qu'il jette un D6, qu'il ajoute sa force et que ça fasse plus que la force de l'adversaire. Ici, ça fait égalité. Marrant. Donc c'est l'occasion de regarder ce qui se passe. Il faut faire plus, strictement. Là, il y a égalité. Il reste coincé. Donc son bras est toujours coincé. On peut imaginer que ça va durer X tours, cette histoire. Le Rhinodon, lui, le maintient tant qu'il veut, puisque c'est lui qui fait la prise. Donc là, mettons, si le Rhinodon ne tue pas le Dévastator, ce qui est probable, le Dévastator, au début de son prochain tour, il ne pourra toujours pas bouger et il sera obligé d'essayer de se déloquer. Par contre, s'il a du focus, il peut dépenser 1 pour retenter de se déloquer. Donc en fait, il a une tentative gratuite et après, il peut en acheter. Donc là, bon, on va recommencer, peut-être que j'ai son meilleur. Il fait 3 et Rhinodon fait 3. Cette fois, ça fait plus. Le Dévastator est déloqué et il récupère son bras pour faire tout ce qu'il veut. Il a juste été coincé là pendant un tour. Tac, tac, tac. Vous perdez votre lock aussi si vous êtes stationnaire, mais c'est tellement évident que j'y ai pas pensé. Et vous perdez votre lock si le bras qui lock se fait crippler. À quoi ça sert vraiment d'être lock? Parce que là, on se rend compte que bon, c'est assez facile de se dégager. Le Dévastator, je vous dis, c'est le meilleur exemple. Parce que si je le lock, il ne peut pas bouger au début de son tour. Donc il ne va pas pouvoir me faire ses blagues à base de bulldoze, qui est une règle spéciale. C'est le meilleur exemple que je trouvais. C'est vraiment d'expérience personnelle que je vous parle. J'ai cherché comment lutter contre le Dévastator. Donc vous allez le bloquer et il ne peut pas faire de bulldoze. Je vous ai dit qu'on peut bloquer un bras ou la tête. Si on bloque la tête, pas de prise spéciale. Et ça veut dire que mon Dévastator ne peut pas s'ouvrir et faire son attaque Reign of Death. Son attaque d'exhibition où il s'ouvre et tout ce qui est à 2 pouces prend une peau 17, donc qui est vraiment moche. Et là, si vous faites le lock, vous lui tuez son bulldoze et vous lui tuez cette attaque spéciale. Et en plus, si vous loquez la tête d'un Jack, il peut pas faire d'attaque spéciale du tout. Donc là, Reign of Death en est une, mais c'en est une autre. Si vous bloquez, je sais pas moi, le bras de Bistonine, il peut pas faire de fraîcheur. Donc vous allez limiter un peu la casse. Voilà à quoi sert le lock et le weapon lock. Autre utilité, vous pouvez locker, donc quelle que soit la taille. C'est-à-dire que mon chaman, il peut aussi s'amuser à locker la tête de mon Dévastator. Pourquoi pas, hein, c'est toujours ça de prix. Par contre, au jet de force, vous êtes sûr que ça va pas durer 2 tours. Hein, parce que le chaman a beaucoup moins de force et le Dévastator va gagner son duel de force. Autre utilité pour les joueurs trolls, Cador, Scorn, etc.
Vous avez en face de vous Epic Kruger, une cochonnerie. Donc là c'est pareil, hein, ce sont des idées suite à des réflexions après plusieurs parties. Hein. Epic Kruger a un feat qui vous push de 3 pouces. 1, 2, 3 et qui vous met -2 en speed. C'est vraiment catastrophique pour les bêtes. Voilà, un Rhinodon ça bouge de 5. Vous le reculez de 3 pouces et vous lui donnez -2 en speed. Bon bah voilà, ça lui laisse trop. Bah, il va revenir à son point de départ, à rien pouvoir faire. C'est n'importe quoi. Mais vous pouvez avancer votre Rhinodon, jouer votre chaman et dire je vais faire un armlock. Vous allez faire votre jet, vous forcez, hein, donc toujours pareil, je me force. Je fais mon jet pour toucher, ça touche, et là les deux fixes sont lock. Il n'y a pas de dégâts, votre Rhinodon ne craint rien. Et au tour suivant, Kruger va fitter, et comme les deux fixes sont lock, elles ne peuvent pas être push, ni moved, quoi que ce soit. Ça va marcher si par exemple vous avez aussi Orluk ou Veil qui vous fait Rampager, qui prend le contrôle de nouveau piste et dire je vais la bouger. Non, vous pouvez pas. Vous êtes verrouillé sur place. Ainsi, vous allez survivre au fit, voilà, vous allez à la moitié du fit, vous avez moins de speed, mais vous n'aurez pas reculé. La contrepartie, c'est que vous êtes coincé tout votre tour et il faut jouer le chaman en premier qui va dire j'arrête, je relâche ma lock. Et puis après, votre Rhinodon pourra jouer normalement. Donc c'est une petite utilité. Voilà pourquoi je vous dis c'est une utilité circonstancielle rare. Ça peut dépanner, mais c'est pas évident. Pas évident, évident. Vraiment, j'en fais très peu. Peut-être que des gens arrivent à en faire plus, hein, mais honnêtement, j'en vois jamais. Mais c'est comme tout. Le jour où ça sert, vaut mieux savoir le faire. Voilà ce que j'ai à dire sur le lock, en espérant pas avoir raconté trop de bêtises. Typiquement, quand je fais une lock, à chaque fois, j'ai regardé dans le bouquin parce que c'est pas si intuitif que ça. On continue. Ouais, j'avais dit que ce serait long. Hein. Le fro. Le fro, donc le lancer. On va commencer par le lancer à une main. On va prendre notre chaman, ça tombe bien, il a une main. Qui voudrait lancer un Manhunter. À quoi ça sert de lancer? Il vous faut une main. Ça va vous permettre de mettre KO une figurine et de la repousser à une certaine distance. Donc encore un croisement du push et du headbutt. Et donc le slam, bon, vous avez cette histoire de mouvement minimum à faire. Là, si vous êtes au contact et que vous avez une main, vous pouvez faire. Donc vous avez l'avantage de ne pas avoir besoin de bouger. Par contre, comment ça marche? Donc là c'est, je crois, le plus gros morceau du tuto. Le front. Vous pouvez jeter que ce qui fait votre taille ou plus petit. Vous jetez pas quelque chose de plus lourd. Il faut toucher avec la mêlée attaque, donc comme d'habitude. Donc le chaman va se forcer une fois pour faire son attaque spéciale, va tenter de toucher le Manhunter. Hunter, il y a une grosse def, on va booster. Je vais faire 9, ça touche, je crois tout juste. J'ai touché, je vais pouvoir faire mon front. Je n'ai qu'une main, donc j'ai pas vraiment de contrôle sur le front. Je vais donc choisir une direction. La direction, je ne sais pas. On va dire que c'est le centre du gabarit de déviation. Hop, je le fais tourner. On va dire que je veux jeter dans cette direction, donc vers le 1. On choisit notre direction. Avant, oui, j'oublie l'essentiel. Avant cette histoire de direction, vous avez touché, il faut que vous avez un jet de force comparé à faire. Donc genre, comme d'habitude, mon chaman jette son dé, fait 5. Le Manhunter fait 3, le chaman doit avoir plus de force que le Manhunter, et encore pas beaucoup parce que c'est du Cador. Mais il a fait plus, plus ou égal, donc il va réussir à faire son lancer. Mon Manhunter est lancé. Si le Manhunter avait fait plus, le lancer est annulé, le Manhunter a réussi à se dégager au dernier moment. Donc maintenant que je lance, je choisis une direction. La direction doit être away from the attacker. Et je ne peux jamais rapprocher la figurine de l'attaquant. Alors ça c'est un truc, voilà, le fro, attention c'est compliqué. La direction que je peux choisir, si je prends un mètre, c'est une direction, oh non, on fait pas n'importe quoi. Hop, voilà, par là c'est bon. Par là c'est bon.
Par là, c'est bon. Par là, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon par là? Parce que vous voyez, quand je vais déplacer la figurine et qu'elle arrivera à son point de sa distance finale, et ben là, elle va se rapprocher à un moment. On voit bien qu'à cet instant-là, elle est plus proche du cyclope qu'au point de départ. Donc, cette direction n'est pas valide. Alors que si je le lance vers là-bas, il ne se rapprochera jamais à aucun moment du cyclope. Donc, c'est valide. Donc, faites attention à ça. Très attention à ça. La distance à laquelle il est jeté est égale à la force de l'attaquant divisé par 2. Et vous avez un bonus de plus 1 si vous êtes plus gros que ce que vous balancez. Le cyclope, je sais pas combien il a en force, je vais dire qu'il a 9. Peut-être 8. On va dire qu'il a 9, peu importe. Ça veut dire qu'il lance à 4,5 plus 1 parce que le Manhunter est plus petit. Et la distance mesurée est à partir de la cible. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont faire bon bah je mesure à partir de mon cyclope et ça fait 5,5, il atterrit par là. Pas du tout. C'est vous prenez 5,5 à partir de l'attaquant. Donc si j'ai choisi la direction en face de moi, il va tomber par là. Je pose mon gabarit comme une déviation après, même système. Voilà ma direction. Tout est légal. Voilà ce qui va se passer. Et il va y avoir une déviation. Alors, direction 1 des 6, donc je jette ma direction. Dans le 6, 2, et là c'est 1 des 3. Donc la direction est de 1 des 3, et vous ne pouvez pas faire plus de la moitié de la distance qui vous sépare du point. C'est-à-dire que je sais pas, c'est un peu compliqué. Il faudrait vraiment avoir une force misérable. Mais ça va marcher exactement comme la déviation d'une AOE. Donc là, bon bah j'ai fait quoi? J'ai fait 2 dans le 6. Mon Manhunter tombe ici. Il va prendre des dégâts égaux à la force du chaman, c'est-à-dire force 9, je crois qu'à 14, toujours pareil, donc ça lui fait un point de vie. Et il est KO. Voilà le front. J'ai choisi une distance. Comme ça qu'on le résout. Là, déjà, vous noterez que, si je dis pas de bêtises, la forêt ne ralentit pas le front. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe s'il y a des figues sur le chemin? Il faut voir que votre mouvement de front est résolu comme ça. Là, j'ai fait, bon, pour la résolution du truc, j'ai fait en fait un triangle. D'abord, il a fait ses 5,5 pouces jusqu'au centre du gabarit, puis il a dévié de 3. Mais en fait, votre Manhunter, je vais le copier-coller, il a démarré ici, et le trajet qu'il a effectué réellement, c'est ça. L'hypoténuse du triangle. Ok? Pour la résolution, on fait paf, paf. Pour le trajet, on fait ça. Et on va regarder tout ce qui se passe, tout ce qui se trouve sur le trajet. Si, hop, retour du Kodiak, le Kodiak est là. Mon trajet sous-entend que je vais passer sur le Kodiak. Le Kodiak étant aussi gros ou plus gros, alors ma figurine va s'arrêter au contact du Kodiak. Et va prendre une peau neuve avec un collatéral du Kodiak, parce qu'il est rentré soit dans un obstacle, soit dans une obstruction, pas un obstacle. On passe au-dessus des obstacles, on passe au-dessus des murs. Donc, soit il rentre dans une obstruction, soit il rentre dans une figurine de taille égale ou aussi grosse. Là, le Kodiak étant plus gros, il va prendre ses 2d6 plus 1d6 de dégâts. Et là, pour le coup, 11, ça va tuer mon Manhunter. S'il n'est pas mort, il est toujours KO. A noter, et je ne sais plus si j'ai dit pour le slam, comme la figurine qui est contactée par la figurine slamée ou lancée est plus grosse, elle n'est pas KO. C'est comme si c'était un mur. Elle bronche pas. C'est le Manhunter qui s'écrase lamentablement sur 10 tonnes de jack. Quoi. Voilà. Donc ça, c'était le cas où j'ai une figurine plus grosse. Si j'ai une figurine aussi grosse, j'ai bêtement laissé traîner mon Reptile Hound. Je vais me cogner dedans.
rebelote, recollatérale. Comme la figurine est pas plus grosse, elle sera aussi KO et va prendre des dégâts collatéraux aussi à peau 9. 5. A noter que la figurine que j'ai lancée, je peux, voilà, mauvais exemple parce que je suis à TOC en furie, mais je peux booster les dommages. Donc si j'étais à 2, je boosterais et je jetterais 4 dés sur mon Manhunter. Avec un G comme ça, il dégage. Mais mon Reptilehound, lui, prendrait quand même ses 2 dés. Et là, 10, 19, ça lui fait des dégâts, hein, ça le fait pas rigoler. Hein. Voilà ce que je peux dire. Alors, on va rester dans le même cas, sauf que cette fois, je vais lancer mon ami le Kovnik. Hop, et pour les besoins du scénario, alors c'était pas ça, on va dire que j'ai fait exactement les mêmes jets. Reviens, voilà, je l'ai lancé vers là-bas. Au final, sa trajectoire est là. Même combat, alors là on a notre Manhunter toujours sur là. Le trajet effectué est toujours celui-là. Sauf que cette fois, la figurine qu'on a lancée est plus grosse que la figurine qui est sur le trajet. Et du coup, il va passer au-dessus en fait. Tout simplement. Il va pas s'arrêter au contact, ni quoi que ce soit. Et le Manhunter va pas prendre de dégâts. Sur un slam, il prendrait. Parce que le slam, c'est vraiment une trajectoire rectiligne. Le lancer, c'est une parabole. Du coup, ça passe au-dessus. On n'a rien fait au Manhunter. Il s'en sort bien. Mon Kovnik, lui, va toujours prendre sa peau 9 à 2d6, etc. et être KO. Le Manhunter s'en sort. Donc vous pouvez imaginer toutes les combinaisons. Hein. J'aurai le Deva ici. Qu'est-ce qui se passe? Ma figurine va suivre toujours le même chemin. Elle va se cogner contre mon Deva. Et là, par contre, elle tombe sur le Manhunter. Alors, comment on fait? On pose le Kovnik. Donc, il arrive au contact du Manhunter. Il s'arrête parce que le Dévastateur est plus gros que lui. Il faut que je le retrouve évidemment. Mon Manhunter va être décalé à cause de la règle de l'emmerdement minimum. Donc, il va se retrouver là. Mais il était en dessous. Donc, le Kovnik est KO parce qu'il est contacté quelque chose de plus gros que lui. Et il est tombé sur une figurine plus petite. Du coup, cette figurine est également KO. Le Kovnik va prendre des dégâts à force 9, plus un D6 pour le collatéral, parce qu'il est tombé contre plus gros que lui, que je peux booster ou pas avec ma bête. Donc on va prendre entre 3 et 4 D6. Le Manhunter va prendre un collatéral peau 9 parce qu'il est plus petit que le Manowar. Le Dévastator ne va ni être KO ni prendre de dégâts parce qu'il est plus gros que ce qui a été balancé. Les choses à laquelle il faut prendre en compte, pour finir et vraiment être exhaustif, si mon Manhunter était pile à l'endroit initial, ce qui sous-entend quand même de la chance, on décale pour l'emmerdement minimum, les deux sont KO, lui prend sa peau 9 à 2D boostable ou pas, et lui prend sa peau 9 à 2D de collatéral. Voilà pour le lancer à une main. Donc c'est une alternative au slam si vous êtes au corps à corps. Après, toujours pareil, si vous avez d'autres ennemis à taper, vous pouvez racheter des attaques, mais en général, vous en avez pas. Ça, c'est pas si évident que ça. Ça, c'était le lancer à une main. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a deux mains? Quand on a deux mains, on peut faire la même chose en étant plus précis. Je vais reprendre un Manhunter. Je vais le mettre là. Je vais prendre un Rhinodon, cette fois qu'il y a deux mains, et je vais prendre un Kovnik. Et bien là, vous pouvez dire, je tente un lancer à deux mains. Alors, on va relever tout le monde sur le Manhunter. Là, le Manhunter m'embête, j'aimerais bien le tuer. Comment je fais? Je vais faire un lancer à deux mains de Kovnik. Sachant qu'on peut lancer à deux mains une figurine qui est KO. Alors qu'on ne pouvait pas la slammer. Mon Rhinodon va redescendre à 0. Et il va dire, je fais une attaque spé lancée à deux mains. Il va acheter 2 dés pour toucher, c'est KO, ça tombe bien, ça touchera automatiquement. Ensuite, il va faire son jet de force comparé. Il va faire 1 et le Kovnik va faire 5. Dans ce cas-là, c'est raté, le Kovnik s'en est sorti. On va prendre un KO, ça a réussi. Rhinodon fait 6. Kovnik fait 6 aussi. Le Rhinodon l'emporte tout de même.
et parvient à lancer le Kovnik. Et là, il va pouvoir décider ce qu'il vise. Donc on va avoir les mêmes restrictions que tout à l'heure. Il ne va pas pouvoir lancer en se rapprochant vers lui. Il ne peut toujours pas lancer vers la gauche pour le claquer contre le mur. Il va avoir la distance, c'est sa force divisée par 2, donc force 11, ça fera 5,5, plus 1 parce que le Kovnik est plus petit. On va regarder si la cible est à 6,5. Elle est environ à 5,8. Donc là, c'est parfait, c'est une cible légale. Enfin, chance de la toucher. Et il va donc essayer de toucher le Manhunter. Et c'est très important de se rappeler que c'est une attaque de corps à corps. C'est-à-dire que je fais un jet de corps à corps pour le toucher. Et comme c'est du corps à corps, je m'en fous que le Manhunter soit stealth. Je m'en fous qu'il ait concealment. Je m'en fous qu'il soit derrière un obstacle. S'il est derrière un obstacle, il a plus 2 de défense, mais pas plus 4. S'il est dans un jack, il a rien. Dans un débris de jack, il a rien du tout. S'il est dans. Enfin. S'il a, je sais pas moi, force barrière, plus 2 en def contre les tirs, ça marche pas. C'est du corps à corps. Donc mon Rhinodon, il va booster pour toucher parce que c'est une def 14 et qu'il a 5. Il va toucher. Du coup, la figurine va être envoyée pile sur le Manhunter. Alors, il faut faire très attention à un truc. Au niveau de la ligne de vue, il faut avoir une ligne de vue quand même, mais vous ignorez la figue que vous lancez. C'est-à-dire que, je sais pas, moi j'ai... Voilà, ça va être très mauvais exemple ça. J'ai un truc comme ça. Donc tous ces gens-là au début ne sont pas KO. Mon Rhinodon n'a pas de ligne de vue sur le Manhunter, mais sauf que il va lancer le Kovnik vert qui ne compte plus en tant que figurine interférente. Et donc il a la ligne de vue maintenant, s'il fait le lancer sur le Manhunter, et c'est tout à fait possible. Alors, donc faire gaffe. Si vous avez touché, et c'est un cas particulier, vraiment on s'en est rendu compte il n'y a pas trop longtemps en plus, vous faites votre mouvement et vous arrêtez dès que vous arrivez au contact. Et là, la figurine touchée est KO. Oh, qu'est-ce que je fais? Figurine touchée est KO, si elle veut bien s'y mettre. La figurine lancée est KO. La lancée prend une peau 9, non c'est un Rhinodon cette fois, donc prend une peau 11 2d6, boostable ou pas, comme vous voulez. Il n'y a pas de collatéral parce que le Manhunter est plus petit donc il fera pas mal. Le Manhunter lui par contre est KO et prend une peau 9 aussi de collatéral parce que la figurine lancée est plus grosse et l'a touché. Et vous notez que la figurine s'arrête pile devant. Alors que si vous avez une déviation involontaire comme tout à l'heure, c'était une direction, ça tombe dessus. Ça tombe dessus, ça ne s'arrête pas avant. Donc voilà, c'est un truc, il faut faire gaffe, c'est un peu subtil, c'est un peu bizarre. C'est comme ça. Si mon Manhunter est là, enfin deux cas. Premier cas, si mon attaque pour toucher, j'ai raté en lançant. Je vais faire 14, puis j'ai fait 4 en tout, j'en sais rien. Ça touche pas. Alors mon Kovnik va dévier. Il va dévier s'il avait la distance à partir de, comme une AOE, du centre de mon Manhunter. Je fais mon direction distance dans le 1, 2, 3. 3 ça m'amène là. C'est dévié d'un D3. Hein. Je dis pas de bêtises. Ouais, un dévié d'un D3. Donc, pardon. Donc mon D3 me donnerait 1 pouce. 1 pouce, ça retomberait toujours dessus. C'est pas grave. C'est comme tout à l'heure, c'est bien pour moi. 2 pouces, je tombe plus dessus. Et on a lobé le Manhunter et il a rien. Pareil, hein, c'est comme les AOE, hein, si le Manhunter est trop loin, je le lance sur le Manhunter, mais que mon Rhinodon il peut jeter qu'à 6,5 pouces et que le Manhunter est à 8, et on va aller regarder la distance max, toujours à partir de la figurine lancée, et puis on fera la déviation à ce moment-là. Puis je sais pas si je fais déviation, ça fera direction 5, distance 1 des 3, 2, donc ici. Et on tient toujours compte du trajet qu'a réellement fait la figue. Mon trajet
initial sous-entendait que je finissais là, et donc ça passait entre Vlad et le Kovnik. Par contre, mon nouveau trajet, c'est un truc comme ça. Paf. Et je vais me cogner dans un socle de taille égale à la mienne. Et donc, on va retomber dans le cas où c'est égal à la mienne. Je m'arrête. Lui est KO. Et lui est KO aussi parce qu'ils font la même taille. Lui prend un collatéral à 3D que je peux booster ou pas. Bon, là, ça le tue peut-être pas encore. Ou peut-être tout juste. Lui prend un collatéral à 2D. Les deux sont KO. Et là, le Rhinoton, s'il veut, il rachète des attaques et il tue ce qu'il a mis KO. Possibilité, hein. Reste envisageable. Mais l'utilité, c'est de dégager une figue qui est venue vous coller, de faire de la place. Là, si Vlad est venu vous coller et que vous ne pouvez pas avancer, vous déplacez un peu. Hein, il faut noter qu'il faut être dans la melee range 0,5 pour faire un lancer. Si vous avez reach sur vos armes de corps à corps, comme c'est le cas de Nightmare par exemple. Nightmare, il y a 2 points qui ont reach, mais il ne peut faire un lancer que s'il a 0,5, pas 2 pouces. Hop. Vous allez faire votre lancer, vous allez vous débarrasser de Vlad. Et voilà. Donc je rappelle que si vous voulez toucher quelque chose, c'est une attaque de corps à corps. Hein, donc si vous visez quelque chose derrière un rondin, c'est plus de def. Si vous visez un truc concealment, il n'y a pas concealment, etc. Enfin, j'ai tout dit. Que les obstacles n'arrêtent pas les lancer. Hein, donc ne font pas de collatéraux. C'est-à-dire que si je jette Vlad, il va passer au-dessus du tronc. Pas de souci. Seul qu'on voit, s'il s'arrête, il n'a pas le droit de s'arrêter dessus. Hop, on suit toujours, emmerdement minimal, il se retrouve là. Il est KO, le reste de votre armée peut aller le tuer. Toujours pareil. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le double and fro. J'espère vraiment rien avoir oublié et pas avoir dit de bêtises. Mais pensez-y. De toute façon, si j'ai dit une bêtise, Mac Forestier me le fera remarquer. Parce qu'il trouve toujours quelque chose dans mes Critical Nothing. Alors c'est super cool. Parce que au coup je me rends compte que j'ai dit de la merde. Et c'est super moins cool, c'est que le tuto est quand même fait. Là ouais, typiquement celui-là j'aurais pas à cœur de le refaire. J'ai fait le tour de ce que vous pouvez faire en attaque spé de base. Je vais faire les 2 attaques spé qui ont été rajoutées dans Colossal et Gargantuan, qui sont des mix de ce qui existe. Donc ce sont des attaques réservées au Colosse ou au Gargante. C'est pour ça que j'ai un Mountain King. Mountain King a le droit à un slam sans bouger, qu'on appelle un Power Strike. Il faut bien sûr avoir un point non criplé pour la faire, et pouvoir que la figurine soit dans la zone décidée. Alors maintenant je vais le mettre là. Mon Kodiak, je vais dire que mon Gladou est là, il a envie de taper Vlad, et puis le Spriggan. Il va vouloir faire un Power Strike sur le Spriggan, donc il faut qu'il touche. C'est parti. Il touche, il a mat 6. 6, c'est beaucoup, 6 comparé à certains autres Gargantes. Ça touche, à partir de là, il jette un des 6, 3, et ça donne la direction, et il rajoute 2 pouces ça lui donne la distance, il rajoute 2 pouces de distance. 2, 3, 4, 5. La figurine Power Strike, c'est comme un slam, exactement pareil, et KO. Elle va prendre une peau de la force du mammouth. Le mammouth, je lui donne bien 15 de force. Donc allons-y, qui peut booster ou pas. Bon, c'est nul, ça fait rien. Ensuite, emmerdement minimum lui est décalé. Comme il était sur le trajet d'une figurine slamée et qu'il est d'une taille inférieure, il est knockdown et il prend aussi sa peau 15 qui va le tuer. Voilà ce que fait le Power Strike. Vous êtes bien sûr repoussé directly away. Donc si je le fais là, ça va plus partir comme ça, en divisant par 2 dans la forêt. Si je le fais là, ça va plus partir comme ça. Donc voilà, à vous de bouger votre mammouth en conséquence. C'est une attaque qui existe, il n'y a pas d'histoire de mouvement, et vous faites un slam qui va vraiment loin. Vraiment, vraiment loin. Ils ont rajouté un petit errata au slam d'ailleurs, au passage, donc au slam traditionnel, donc je stamme. Vous rajoutez, comme il y a tellement de puissance dans un colosse, c'est aussi un D6 plus 2. Donc vous pouvez là repousser jusqu'à 8 pouces, le faire se cogner dans la tombe, il va prendre les collatéraux, vous pouvez booster, faire 4D sur un Spriggan, avec un G comme ça,
il est pas content le Spriggan. Il est KO, il va falloir qu'il revienne en jeu. C'est une bonne affaire pour vous. Après, hein, toujours pareil, le choix, je pense que le mammouth tue le Spriggan au corps à corps en un tour aussi. Question de choix. Et si vous avez 10 figurines derrière un Spriggan et que vous les mettez toutes sur le passage, c'est plutôt pas mal. Et enfin la dernière attaque, qui est une attaque qui s'appelle sweep. Alors sweep en français ça veut dire balayer. Comment je fais un sweep? J'ai ramené plein de figues. Donc un sweep pareil, il faut avoir un bras qui n'est pas criplé, il faut se forcer, hein, toujours je le rappelle. Hein. Faut faire une attaque spé. Hop là. Vous allez choisir donc un de vos bras, donc c'est toujours à la place de vos attaques initiales. Hein. Dans le cas du mammouth, il a 3 attaques initiales que vous sacrifiez pour le sweep, mais le sweep ça va vous permettre de taper tout le monde dans un de vos arcs. Donc on va dire que là, l'arc 3 évidemment, je vais faire une sweep, je me force pour la faire, et je fais une attaque contre chacun des gars qui sont dans ma zone de corps à corps et que je peux légalement prendre pour cible. Donc c'est parti, je fais une attaque contre le Manhunter. Hop, ça touche pas, contre le Spriggan ça touche, contre Vlad ça rate, contre le truc ça rate. Bon là c'est pas terrible, mais vous pouvez les booster, etc. Ce qui fait qu'en gros vous allez faire 4 attaques, alors que normalement vous auriez dû les acheter une par une. Voilà ce qu'est le sweep. Sachant que ça fait atrocement mal à des jacks vu à quel point vous tapez, et ils prennent des dégâts égaux à la force du colosse. Donc ici 14 ou 15 je pense. 15. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les power attack. Si j'ai oublié des trucs, je ferai des petits errata, ça m'ennuie un peu, on verra comment on arrange ça. Alors, j'étais plein d'enthousiasme pour faire les tutos, et je vous raconte pas qu'en fait c'est galère d'essayer de penser à tout. J'ai peur qu'il y ait quelques erreurs. J'espère que ça vous aura été utile, que c'est pas trop brouillon. N'hésitez pas, je vous dis, à le regarder en faisant des pauses, à regarder en plusieurs fois, et surtout à essayer de pratiquer en jeu. Hein, c'est encore la meilleure méthode. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Alors, je sais pas ce qu'il y aura dedans. Je sais pas dans quel ordre je mets le tuto. On verra bien. De toute façon, comme les tutos est un peu à part, je vais pas spoiler. Mais n'hésitez pas à continuer de zioter les vidéos de rapports de bataille. Et comme à la fin de thèse ou d'exposé de trucs, je vous remercie de votre attention. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.